Ok, ok. On est parti. Salut à tous. Ok, B, Traox et 28U. Bon, bah, on est parti. Alors, bonjour à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Euh, Comme ça, je peux les voir et je peux y répondre en live. Et c'est parti. Euh, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation sur l'Ethereum Virtual Machine contre la Solana Virtual Machine. On va essayer de voir un peu quelles sont les différences entre les plateformes de smart contract. Euh, Tac. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Zictour. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur X. Je suis Security Researcher chez Cantina et chez Spearbit. Donc, en fait, c'est un petit peu la même chose. Spearbit, c'est les audits privés pour des clients. Et Cantina, c'est plus une plateforme de compétition, mais derrière, c'est les mêmes personnes qui gèrent. Et je suis dans un fellowship, je suis en exclusivité avec eux. Si vous voulez tester de faire des compétitions Web3, de sécurité Web3, c'est vraiment sur Cantina en ce moment que ça se passe. Il y a des grosses compétitions, c'est vraiment cool. Je suis aussi Rust instructeur chez Rare Skills. Rare Skills, c'est une boîte de formation. Je suis un ancien étudiant de là-bas, j'avais suivi une formation Solidity, qui n'est pas donnée, c'est 6 000 $. Mais pour moi, ça valait vraiment le coup, surtout que j'ai rencontré des gens durant cette formation et ils m'ont offert, ils m'ont donné des missions à faire et du coup, ça m'a remboursé la formation. Et last but not least, je suis premier actuellement sur la plateforme de compétition Cantina, pourvu que ça dure. Est-ce qu'il faut avoir des compétences pour Cantina? Bah, c'est souvent des smart contracts à auditer. Beaucoup d'Ethereum, parce que enfin, de Solidity, c'est ce qu'on voit le plus. Mais après, il peut y avoir des trucs sur des nœuds, donc des nœuds qui sont vraiment développés en pur Go, développés en pur Rust. Il peut y avoir du Solana, comme on va voir aujourd'hui. Euh, Franchement, il y a un peu de tout. Des fois, il y a des technologies qu'on voit pas trop, genre des projets qui build sur Bitcoin, ça arrive pas souvent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'audit sur Bitcoin, c'est un peu chelou. Euh, Enfin bref, ouais, si tu connais un minimum de code, après, c'est souvent pas des issues techniques, mais plus des issues de logique. Donc en fait, il faut juste comprendre ce qui se passe, quelle est la logique que le développeur a voulu mettre en place, et du coup essayer de trouver bah, là où il s'est foiré, quoi. Euh, voilà, je crois qu'on est bon sur ça. Ok, donc le sommaire d'aujourd'hui, le premier point, on va essayer de faire un rappel sur ce qu'est une blockchain. Ça va être assez rapide et on va juste voir le haut niveau. Après, on va voir l'Ethereum Virtual Machine, ce que ça donne en pratique. On va passer ensuite sur à la Solana Virtual Machine qui est vraiment différente. Et ouais, les paradigmes sont assez différents. En fait, il y a un point majeur qui est différent et qui fait que certains peuvent être perdus quand ils passent de Ethereum à Solana. Et après, bah, ce sera l'heure de la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'une blockchain? Euh, c'est juste un réseau d'ordinateurs qui discutent entre eux. Et vous allez passer des transactions à un seul de ces ordinateurs, enfin de ces machines, de ces nœuds. On appelle ça des nœuds, souvent c'est juste des serveurs. Et ce nœud va s'occuper de transférer aux autres nœuds votre transaction via des communications peer-to-peer. Et après, tous ces nœuds vont se mettre d'accord entre eux via un mécanisme de consensus pour inclure votre transaction dans un bloc. Donc en fait, un bloc, c'est comme si vous écriviez sur une page vierge une transaction. Et à la fin de chaque page, on se met d'accord sur... Enfin, tous les nœuds se mettent d'accord. C'est le mécanisme de consensus. Donc là, si on prend notre exemple, on a Bob qui fait une transaction depuis son wallet MetaMask. Dans le contenu de sa transaction, il va juste dire que ça vient de Bob, ça va vers Alice. On envoie une valeur de 10. On n'envoie pas de données, donc data égale none.
et on met un nonce, nonce égale 1. Le nonce, il est utilisé pour que, en fait, ça va toujours incrémenter, c'est comme si c'était l'identifiant de votre de transaction. Donc après la transaction 1, vous aurez la transaction 2, puis après la transaction 2, vous aurez la transaction 3. C'est juste un truc qui est incrémenté à chaque fois qu'une de vos transactions est validée. Et après, donc on prend ce message, cette transaction, on la signe et ça part sur, le nœud. Du coup, le nœud va le transférer aux autres nœuds, via du peer-to-peer comme on a dit. Ils vont tous faire les vérifications sur la transaction, en disant: «OK, j'ai eu l'état de ma blockchain, sur le bloc d'avant. Maintenant j'inclus la transaction de Bob. Est-ce que la signature de Bob est valide? Et est-ce qu'il a assez de balance pour pouvoir envoyer, 10 à Alice?» Et une fois que tout le monde est d'accord, on inscrit ça dans notre bloc. Bon là, c'est vachement simplifié, hein, parce que j'explique pas tout le mécanisme de consensus, mais on va dire que tous les nœuds se mettent d'accord, et donc là, votre transaction est validée. Et comme je le disais, en fait, pourquoi on parle de blockchain? C'est parce que chaque bloc est chaîné au bloc précédent via des hashes, et donc si vous allez modifier le bloc n-1, et ben, en fait, tout ce qui vient après va être, son intégrité va être modifiée, en fait, parce que, du coup, vu que le hash du bloc n-1 est plus bon, et bah, du coup, forcément, le bloc n sera plus bon parce qu'il aura pas le bon hash, et ainsi de suite, et du coup, on a cassé toute la chaîne. Hop, OK. Donc là, on passe sur la partie Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce mécanisme de transaction qui permettait de transférer de la valeur au départ, et ils se sont dit: «OK, chaque nœud dans notre réseau va implémenter une machine virtuelle qui s'appellera la EVM, Ethereum Virtual Machine, et on va ajouter à nos transactions un champ données, et avec ces données, on va pouvoir interagir avec du code qui est exécuté dans cette Ethereum Virtual Machine.» Donc en fait, ce sera le même state, enfin on va toujours avoir un state, mais on va pouvoir exécuter des transactions plus complexes, et, c'est là qu'arrivent les smart contracts. Donc la Ethereum Virtual Machine, on a le bytecode EVM, et ce bytecode EVM, il peut être généré, bon, bah, vous pouvez l'écrire à la main comme tout bytecode. Si vous voulez faire de l'assembleur x64, vous pouvez. Bon, bah, si vous voulez faire de l'EVM à la main, vous pouvez. Bon courage. Euh, Souvent, ce qu'on voit le plus, c'est Solidity. Donc c'est son propre langage. Et il y a un compilateur Solidity qui permet de compiler en EVM. Pour le délire, on voit du UF. Du UF, c'est vraiment du bytecode pur et dur. Solidity inclut aussi un langage qui s'appelle Yule, et qui permet de faire... on gère pas non plus les instructions à la main, mais on est quand même très très bas niveau. Donc on est plus haut niveau que le UF, mais plus bas niveau que le Solidity. Ça permet souvent de faire des optimisations de gas, ce qui est intéressant. Et on peut aussi retrouver du Viper. Donc Viper, c'est vous écrivez du code Python qui va être compilé en EVM. Euh, mais j'ai jamais trop fait de Viper, j'avoue, donc je vois pas trop à quoi ça ressemble. Et je sais qu'ils ont eu un gros bug il y a quelques temps qui permettait d'errer en 36, donc... Enfin bref. Ok. Du coup, quand on reprend la transaction de Bob de tout à l'heure, sur Ethereum, c'est représenté comme ça. On a la structure Legacy TX. Donc là, j'ai pris la Legacy. En pratique, aujourd'hui, sur Ethereum, la Legacy est plus trop utilisée. Donc on retrouve bien le nonce dont on parlait tout à l'heure. On a un mécanisme de gas. Donc c'est... Le gas, c'est un petit peu le... C'est combien j'autorise ma transaction à consommer de ressources. Après, on a un gas price qui dit, bon ben, maintenant qu'elle a consommé ses ressources, il y a le prix par ressource, et donc pour avoir le prix total, on fait le prix par ressource fois le nombre de ressources, et on a le prix à payer pour la transaction. Le tout
Ici, c'est le destinataire de la transaction. On inclut la valeur. La valeur, donc dans notre exemple de tout à l'heure, Bob envoyait 10 à Alice. Donc là, la valeur, ce serait 10. On a le champ data, qui qui permet de faire les appels de smart contract. Et donc après, on a la signature avec les 3 composantes VRS. Et en fait, à partir de VRS, on peut reconstruire la public key de Bob. Et à partir de sa public key, on peut calculer son adresse Ethereum. Donc on n'a pas besoin du champ from. J'oublie rien sur cette partie-là, normalement? Non, c'est bon. OK. Donc là, on va prendre un transfert, un simple transfert, qui s'est passé sur Ethereum. Dites-moi si vous voyez pas assez bien, je pense que je peux zoomer un peu. Donc là, j'ai pris un transfert qui a eu lieu, il y a quelque temps. Donc on retrouve bien, ça c'est on est sur Etherscan. Donc Etherscan, c'est un explorer qui permet d'accéder, à la blockchain, à l'état de la blockchain. Donc on a ici le transaction hash, donc en fait c'est le hash total de notre transaction, donc de toutes les données qui sont dedans, et ça permet juste, de l'utiliser comme identifiant, c'est plus facile à indexer, côté Etherscan. On peut voir que cette transaction, ça a été un succès. Elle a été inclue dans le bloc, beaucoup de chiffres. C'était il y a à peu près 44 heures, donc vous savez à peu près quand j'ai préparé cette presse. Heu, Là, on a la transaction action, donc en fait, c'est plus pour que ce soit plus lisible pour les humains, mais on n'est pas humain, donc on va pas lire ça. Hem, le from, c'est qui a envoyé, cette transaction. Donc avec sa signature sera pas affichée ici, mais en fait, ça a été recalculé, cette adresse a été recalculée depuis sa signature. Le tout, c'est le destinataire de la transaction. On peut voir que dans le champ value, heu il y a 0,18 Ethers qui ont été envoyés, donc à peu près 600 dollars. Et pour ça, le transaction fee a été de 0,53 centimes de dollars, ce qui équivaut à ce montant-là d'Ether. On peut voir, comme je vous ai dit avant, euh, hop, donc ici on avait le gas et le gas price. On peut le retrouver ici, le gas price, il était de 7 gigaway. Donc en fait, vous prenez un way qui est l'unité la plus petite en Ether. Et gigaway, c'est 10 exposant 9 de cette unité-là, en sachant qu'un Ether, c'est 10 exposant 18. Hop, 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 on continue. On peut voir que bon, le prix de l'Ether à ce moment-là, il était de 3241 dollars. Ça, c'est affiché par Etherscan, mais c'est pas gardé au niveau de la blockchain pure et dure. Ça, par contre, ça l'est. Le gas limit, c'est combien, du coup, ma transaction peut consommer maximum. Donc, elle a été mise à 23 100 et elle n'a consommé que 21 000, ce qui est normal. En fait, ce 21 000, il s'explique par le fait que dès que vous allez faire une transaction qui ne fait qu'un transfert, de valeur. Vous allez modifier du coup les accounts au niveau des nœuds, mais vous n'allez pas pousser de données. Donc ici, le champ data, on peut voir qu'il est vide. Et donc le prix pour ça, c'est 21 000 et ça s'explique par le fait qu'on va vérifier la signature de l'expéditeur. Euh, Comment est calculé le 23 100? Bah, là, en fait, le mec a mis 23 100, mais ça aurait pu être 22 000, ça passait. Tant que c'était pas moins de 21 000, ça passait. Et en fait, alors là, c'est facile, il aurait pu mettre 21 000 et ça passait quand même, ça aurait mis, on aurait retrouvé 100% ici. Et en fait, des fois, votre contrat va pas être forcément stable. Parce que, disons que votre contrat va peut-être consommer 30 000, mais si il y a une transaction qui a été avant vous et qui a modifié l'état de ce smart contract, enfin en fait, vous simulez à l'avance votre exécution de smart contract pour savoir combien vous allez consommer à peu près. Euh,
Et donc, s'il y a quelqu'un qui passe une transaction juste avant vous et qui modifie l'état, vous allez peut-être consommer un peu plus ou un peu moins que ce que vous aviez prévu. Donc, c'est pour ça qu'on a cette gas limit, en fait, qui permet d'avoir un petit peu de flexibilité, mais pas trop quand même, parce que là, on voulait pas se retrouver à payer 100 000. Ouais, on voulait pas se retrouver à payer beaucoup plus que ce qui est possible. En tout cas, là, ça aurait pas été possible parce qu'on fait aucune action sur la blockchain, on fait juste un transfert. J'espère que c'est clair. Qu'est-ce qui se passe si on inverse les deux chiffres? On casse tout. C'est-à-dire, si tu mets, par exemple, si ici on avait mis 20 000 alors qu'on a besoin de 21 000 pour exécuter la transaction, vous allez juste lancer votre transaction en disant bah, ma limite c'est 20 000. Le nœud va vous dire ok, mais il me faut 21 000 pour exécuter ta transaction. Je refuse ta transaction et du coup elle est mise, elle tombe à l'eau quoi, elle n'est pas exécutée. Donc là, on n'aura pas success, on aura failure et elle sera même pas inclue sur la blockchain en réalité. Ça répond? Je pense que ça répond. Tac, tac, tac. Et donc, ouais, on peut voir qu'ici, on a 0 données. On peut voir le nonce qui est de 0, donc il faut croire que c'était la première transaction faite par ce compte-là. Comment sont déterminés les frais? Est-ce qu'il y a une notion de l'énergie consommée? Ouais, exactement. Les frais, en fait, ok, j'ai mon bloc 1000, et disons que mon bloc 1000, enfin, en fait, on va pas changer le nombre de ressources qui est consommé, par contre, on va augmenter le gas price. Et si mon bloc 1000 est plein, donc en fait, on a une limite de compute units par bloc. Un bloc, il peut consommer à peu près 30 millions de gaz. Et du coup, s'il arrive à compléter ces 30 millions, disons qu'il est à 29 millions 900 000, eh ben, ce qu'il va faire, c'est que au prochain bloc, au bloc 1001, le gas fee ici va augmenter. Donc on va l'augmenter c'est à peu près 12%. Et du coup, si le bloc, je sais pas, on continue comme ça, le prix augmente. Et au bout du bloc 1010, bon, ben, il n'y a plus de transactions parce que les frais sont devenus trop chers. Et si les blocs sont vides, eh ben, on va baisser de 12% au prochain bloc. Bon, toujours ce gas fees là, donc le gas price, pardon. Le gas price, c'est lui qu'on va augmenter ou diminuer pour, euh, pour contrebalancer en fait le fait que la chaîne soit surchargée. Et c'est pour ça que si vous suivez un petit peu les blockchains depuis un certain temps, en 2021, bon ben gros bull run, et il y avait pas mal de singes qui lançaient des NFT et plein d'interactions sur la blockchain. Et à un moment, on s'est retrouvé. Vous faisiez un simple transfert, bon ben vous pouviez payer, au lieu que ce soit 53 centimes aujourd'hui, bah c'était 50 dollars. Et tout ça, c'est à cause de ce gas price qui augmente en fonction de la demande. Ou qui diminue en fonction de la demande. Et tu payes quand même, je crois, quand ça passe pas. Alors, ça dépend parce que si tu l'as simulé avant et que ça passe pas, ça marche pas. Enfin, du coup, tu vas pas l'envoyer. Si je crois que le nœud est capable de te dire si lui il l'a simulé en fait et qu'elle a pas fonctionné de son côté, il va pas l'envoyer aux autres. Par contre, c'est au moment où tu essayes de l'envoyer aux autres et que on se met tous d'accord sur le consensus et que là ta transaction elle passe pas parce que disons qu'il y a une autre transaction que tu n'avais pas anticipée qui a été juste avant la tienne et du coup elle a fail. Là, effectivement, tu te fais rect, quoi. Ta transaction, elle est juste pas exécutée et du coup, tu perds les frais. Mais sinon, non, c'est bon. C'est un peu l'idée de l'offre et de la demande, effectivement. Et à l'époque, il n'y avait pas le sharding non plus. Effectivement, il n'y avait pas le sharding. Alors, le proto-dank sharding aujourd'hui, parce que je crois que ça va encore évoluer. euh, je pense que je vais peut-être perdre certains. Mais le sharding, en gros, ça vous permet de passer des transactions d'un certain type, qui s'appelle des blobs, blob transaction. Et en gros, un blob, c'est juste un amas de données, mais qui est hyper lourd et que vous n'allez pas stocker on-chain. Enfin, pas dans la EVM en tout cas, parce que ça coûte trop cher. Et ça va être envoyé aux nœuds qui sont derrière. Et les nœuds vont les garder au niveau du consensus layer. Et vous pouvez toujours y accéder pendant
je sais plus combien de temps, mais je crois que c'est genre un mois. Hem, voilà, donc ça vous permet de stocker des données de manière décentralisée pendant un mois, de sorte à ce que s'il y a des gens qui ont besoin de vérifier quelque chose, ils peuvent le faire, pour contester éventuellement et ils ont un mois pour le faire. OK, je pense qu'on est bon sur ça. On peut continuer. OK, tac. Heu, OK, on va voir un autre exemple. Donc maintenant, on a pareil une transaction, qui a été faite. Celle-là, elle date un petit peu, c'était il y a 428 jours. Pour la petite histoire, ça vient de l'exploit de KyberSwap. Donc KyberSwap, c'était un protocole un peu comme Uniswap, qui vous permettait de swapper des tokens. Donc, vous pouviez échanger des USDC contre des Ethers, vous pouviez échanger des Ethers contre, contre du WBTC, et en fait, il y avait une vulnérabilité qui avait été trouvée par l'attaquant, heu, qui lui a permis d'exploiter le protocole pour, 45 ou 48 millions. Et après, une fois que l'attaqueur avait récupéré les 45 millions, il a envoyé un message, en gros une transaction vers, les développeurs. Donc on peut voir ici qu'on a l'adresse de l'attaquant qui est taguée comme Kyberswap exploiter, au niveau d'Etherscan, et il a envoyé un message aux déployeurs de Kyberswap, donc en fait aux développeurs, et il leur a dit: «Chers développeurs de Kyberswap, employés et membres de la DAO et providers de liquidité», donc ceux qui, quand vous faites un échange, de swap, vous avez besoin de liquidité, et en fait, il y a des gens qui viennent déposer leur liquidité. Donc quand vous utilisez leur liquidité, vous payez un frais pour les payer eux. Heu et il leur a dit simplement que les négociations commenceront dans quelques heures quand il sera reposé, et le mec est parti dormir. C'est très, très fort. Et en fait, comment il a fait, pour envoyer ce type de message? Il a juste donc fait une transaction comme on a dit avant, de lui vers, les développeurs. Valeur, on peut voir que cette fois on a zéro. Il y avait un transaction fee à ce moment-là, enfin, il avait payé à peu près 2 $ pour, exécuter cette transaction. On peut voir qu'ici le gas price c'était de 31, donc bien plus élevé que ce qu'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on était à 7,4, heu, alors que là, on est à 31,2. Et le prix de l'Ether à ce moment-là, bon, c'était 2 000 $, et on peut voir que sa transaction a consommé 23 176, ressources, donc gas. Hem, donc ce qui est plus que les 21 000 d'avant. Et en fait, comment ça s'explique? C'est qu'il a dû payer les 21 000, donc déjà, on enlève 21 000, il reste que 2 176. Et en fait, ces 2 176, ça correspond à l'input data qu'il a envoyé dans sa transaction. Donc toutes les données en fait, qui lui a permis de faire passer son message au développeur. Donc en fait, son message, il est ici, il est juste encodé en ASCII, et si on le fait voir en UTF-8, on peut voir directement son message. Donc il a juste exploité ce champ qui est normalement fait pour interagir avec les smart contracts, de manière à envoyer un message. Donc, par exemple, vous pourriez, si aujourd'hui vous voulez envoyer un message chiffré à n'importe qui et que vous avez, sa clé publique, bah, vous pouvez du coup, chiffrer votre message et l'envoyer en input data, pour que la personne puisse le lire, et du coup, ça vous permet d'être votre message est réparti sur tous les nœuds, et donc en termes de disponibilité, je pense qu'on peut pas mieux faire. On peut mettre un message aussi sur Bitcoin. Je crois, ouais, je crois qu'on peut le faire, oui, si, on peut le faire parce que dans les scripts, on doit pouvoir utiliser. Après, je connais pas assez bien Bitcoin, mais il me semble que j'ai audité des scripts une fois et on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait dans les scripts. Hem, donc ouais, on doit pouvoir le faire, ouais. Tac, OK. Donc là, on est bon.
Ok. Donc là, on va passer un peu sur la représentation de ce qu'est un account dans Ethereum. Donc un compte, c'est simple, c'est du code. Donc ça, c'est pour les smart contracts. Pour un EOA, Externally Owned Account, donc typiquement c'est votre wallet que vous utilisez, que ce soit MetaMask ou n'importe lequel, et ben en fait votre partie code va être nulle, vous aurez juste pas de code. Il y a une partie storage, donc aussi utilisée par les smart contracts, ça leur permet de stocker un état permanent. Et donc le code en fait va interagir avec ce storage. Donc pareil, si vous avez un EOA, vous allez clairement pas utiliser cette partie storage. Il y a la balance dont on parlait tout à l'heure, qui permet en fait de transférer de la valeur, et votre nonce. Donc en fait le nonce, le prochain nonce que vous allez devoir utiliser pour une transaction. Vos wallet amp. Elle est pas mal. Et là, on a un champ private key qui est. Donc, ça, c'est le code de Go Ethereum. En fait, il est juste là si vous voulez aller chercher en fait dans les structures de Go Ethereum. Euh, on peut voir que c'est utilisé uniquement en test. Donc, en fait, ouais, ça n'a pas trop d'intérêt dans ce qu'on voit là. J'ai fait un petit schéma pour vous présenter à peu près à quoi ça ressemble quand vous faites un transfert d'Alice vers Bob ou de Bob vers Alice. Euh, clairement, le code et le storage, comme je vous ai dit, on, on l'ignore. Et on va juste modifier la partie. On va juste modifier les balances en fonction de ce qui est envoyé en value. Et donc, les datas, en fait, vous pouvez envoyer des datas, donc comme l'exploiteur de KyberSwap a fait, mais le destinataire sera incapable de les interpréter parce qu'il n'a pas de code. Et à la différence, ouais, quand vous avez un smart contract, en fait, un smart contract, il n'est pas capable de passer des transactions. Donc, des transactions au niveau Ethereum, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable de initialiser une transaction. Au départ, il faut toujours que ce soit un EOA, en tout cas aujourd'hui. Peut-être que plus tard, ça changera. Euh, et donc, il n'a pas besoin en fait de ce champ de nonce, parce qu'on a dit que ce nonce est incrémenté à chaque fois que vous passez une transaction. Mais du coup, vu que le smart contract n'est pas capable d'initialiser des transactions, bah c'est pas lui qui passera le nonce. Par contre, il est capable de faire des calls vers d'autres transactions, vers d'autres smart contracts. Donc ça veut dire que là, si user appelle le smart contract est capable d'appeler un autre smart contract derrière. Mais par contre, c'est pas lui qui est à l'initiative de la transaction au départ. Ok. Euh, donc là, on a vu un peu. C'était quoi? Donc un smart contract n'est pas en mesure de faire une tâche automatique type cron sur Linux. Non, si tu veux faire ça, il faut que tu lances un cron sur Linux avec un EOA qui va interagir avec ton smart contract. Ça, c'est pour Ethereum. Si, par exemple, Cosmos SDK, donc Cosmos SDK, c'est une technologie qui vous permet de créer un peu votre propre blockchain. Et vous pouvez automatiser des tâches à la fin ou au début d'un bloc. Et ça, par exemple, ça pourrait en faire partie. Tu pourrais mettre un mécanisme en place qui dit bon, ben, je veux que ces smart contracts-là, à la fin de mon bloc, ils exécutent automatiquement du code et qui payent pour ça. Et je sais plus quelle chaîne fait ça, mais il y a une chaîne qui fait ça, notamment pour des liquidations. Donc, des fois, dans la partie DeFi, finance décentralisée, on a des positions qui sont pas saines parce que le prix a baissé, par exemple, et donc il y a des positions qui sont dangereuses pour le protocole. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les liquider. Et ça, c'est un use case de Cosmos SDK, c'est que du coup, tu peux automatiser ces liquidations à la fin d'un bloc. Si tu vois que le prix est plus bon, eh ben, tu liquides les positions automatiquement.
OK, ouais, donc je voulais dire, on va se concentrer sur cette partie donc je reprends, pardon. Ethereum, donc là, on a vu un peu ce que c'était les accounts, on a vu ce qu'il y avait à voir avec la balance et le nonce, on peut pas en faire grand-chose non plus. Par contre, la partie intéressante, et c'est là où Ethereum a vraiment été game changer, c'est la partie code et storage. Heu et c'est là où, en fait, on a l'Ethereum Virtual Machine qui va exécuter le code pour interagir avec le storage. OK, on va prendre ce petit exemple de smart contract. Hem, je vais switcher, en fait, je pense qu'on va peut-être le faire en live. Moi, au pire, je vais passer sur les slides et après on ira sur, Remix ici pour regarder le contrat en live. OK. Donc on a un smart contract, démo qui est assez simple. Il a juste une fonction store uint256 qui permet d'écrire sur une variable en storage, number, et on a une fonction retrieve qui est une fonction view, donc qui est gratuite. En fait, on n'a pas besoin de payer parce qu'on modifie pas l'état de la blockchain. Donc n'importe qui peut l'appeler, gratuitement. Et cette fonction retrieve va venir, lire le storage slot attribué à number, à la variable number. Donc quand on passe notre transaction, par exemple, le user veut venir stocker la valeur 2, il va appeler store et il va juste passer une simple transaction en disant from, du coup, ce sera user, ça va vers le smart contract démo, on envoie 0 en valeur parce que là, on n'a pas besoin, notre fonction n'est pas payable de toute façon. On envoie 50 000 de gas, ce qui devrait potentiellement couvrir notre besoin. On a un nonce de 0 parce que c'est sa première transaction, et on envoie dans les datas. Donc on peut voir 4 premiers octets qui sont un peu spécial. On ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Et après, on a une valeur sur 256 bits qui correspond à notre 2 qu'on veut stocker. Donc vu qu'on a dit store 2, eh ben, là on retrouve le 2. Donc si vous êtes malin, vous devez vous douter que ça veut dire store. Ok. Là on a la représentation de l'Ethereum Virtual Machine. Et donc au milieu, on a le bytecode. Là, c'est vos instructions qui vont être exécutées par la VM. Donc c'est votre partie code de votre account. On a la partie storage à droite. Donc le bytecode, via des instructions, va pouvoir manipuler ce storage. Et là, il faut savoir qu'on a deux exposants 256 slots pour écrire. Slots de 256 bits. Donc ça fait beaucoup de place. Donc en fait, ce qui est fait au niveau d'Ethereum, c'est que on ne stocke que le storage qui a été initialisé. Et quand quelqu'un requiert euh, un slot qui n'a pas été initialisé, on va retourner 0 par défaut. Donc pour être sûr, chaque node a l'historique de toutes les transactions d'ETH, tous les codes de smart contract et tout leur storage. Ça doit peser de ouf, non? Alors, toutes les transactions, pas forcément. Par contre, tous les codes de smart contract et tout leur storage, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'Ethereum peut être, assez lourd. Je sais plus combien ça fait, mais je crois que ça a dépassé le téra maintenant. Et d'ailleurs, alors, je sais pas s'il y a des optimisations faites à ce niveau-là, au niveau des nœuds, mais en fait, on revoit souvent les mêmes smart contracts. Par exemple, c'est de l'ERC20, donc c'est des tokens. Je pense que ça doit être le plus déployé, en fait. Et donc, je sais pas si ça me dit rien de tête. En tout cas, peut-être qu'il stocke plusieurs fois, du coup, les mêmes données et là, ça pourrait être problématique, et peser encore plus. Et on verra que Solana, c'est pas du tout le cas. OK, on est donc le storage. On a, un nouveau champ qui a été ajouté, enfin, une nouvelle fonctionnalité dans la virtual machine qui a été ajoutée il y a à peine 1 an, ou peut-être un tout petit peu plus, mais ça fait pas longtemps. C'est le transient storage. Et en fait, c'est un storage un peu spécial qui conserve son état que le temps de la transaction. Donc ça veut dire que
Par exemple, c'est utilisé pour Uniswap. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est que, bon, Uniswap, ça va être peut-être un peu compliqué. Pour ceux qui ont l'attaque de la réentrancy, en fait, pour se protéger des réentrancy, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit sur le storage, on dit: «OK, je suis en train d'être appelé, donc si on me rappelle», parce que du coup, on peut avoir des boucles comme ça où on se rappelle après, c'est le but d'une réentrancy. Et ben, en fait, on peut utiliser le transient storage pour faire ça et ça permet, juste de set la valeur et elle sera remise à zéro une fois que la transaction a été, terminée. J'espère que c'est clair. J'ai pas trop l'impression. De l'autre côté, à gauche, on a les call data. Donc ça, les call data, c'est quand on a fait le call, on a passé des données. Donc au tout départ, de notre transaction, c'était les données qui étaient mis en input data de notre TX et ceux-là, ils vont être, on pourra pas écrire dessus depuis le bytecode, en fait. On pourra juste lire parce que, bah, c'est read only. Donc le bytecode peut accéder à ça, à call data, via un call data load, il me semble, comme instruction. On a aussi le champ return value. Ça, return value, c'est quand votre contrat va appeler un autre contrat. Et du coup, cette return value va être écrite ici. On a la stack, forcément, pour notre bytecode. Donc ça, c'est... Vous interagissez quasiment jamais directement avec, à moins que vous fassiez du YUL. Pas du YUL, pardon, du UF. Où du coup, vous allez faire vos push à la main. Par contre, en YUL, vous faites pas les push à la main. Et vous avez la partie memory qui vous permet de stocker des données un peu plus gros. Ça parce que votre stack, déjà c'est des slots de 32 octets. Et, et en fait votre stack est assez limité. Et on peut très vite se retrouver avec un stack to deep error qui est assez chiant. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette partie VM. Donc ça, c'est la représentation vraiment de la VM dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Euh, je vous aurais fait cette présentation il y a un an. Il n'y aurait pas eu le transient storage. Et d'ailleurs, il y a encore des chaînes, je pense, qui n'ont pas le transient storage. Peut-être des layer 2 ou des layer 1 qui sont basés sur EVM. C'est bien possible. Donc ça peut vous faire une vulne pour des protocoles qui se déploieraient. Ok. Donc là, si on reprend notre call de tout à l'heure, on a passé ces données-là. Donc elles vont être inscrites dans notre VM dans call data. Donc on va commencer par exécuter le bytecode, les premières instructions du bytecode. Et ce qui arrive au tout départ de ce bytecode, c'est le function dispatcher. Donc c'est juste pour dispatcher nos fonctions. Parce que le bytecode, c'est juste un morceau de code qui est appelé. Vous pourriez ne pas avoir du tout cette architecture avec un dispatcher et faire carrément autre chose. Mais aujourd'hui, sur Solidity, c'est ce qui est fait. Donc le fonction dispatcher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va load les 4 premiers octets. Et en fait, ces 4 premiers octets, c'est le sélecteur de fonctions de votre smart contract. Donc là, on peut voir que le 0x60, blablabla, ça correspond en fait à la fonction store. Et pour la référence, en fait, c'est le hash ketchak 256 de store entre parenthèses le type et on ne garde pas le nom de la variable derrière. En fait, quand vous hashez ça, vous récupérez que les 4 premiers octets et donc ça vous donne votre sélecteur de fonctions. Donc ce que fait le fonction dispatcher, comme je le disais, c'est récupérer ces 4 premiers octets, vérifier avec tous les sélecteurs qu'il connaît et dès qu'il repère le sélecteur qui va bien, il va sauter à l'endroit de son propre bytecode pour exécuter la fonction. Donc là, il va faire un jump sur l'endroit dans son bytecode où il a la fonction store. Et vu que notre fonction store, en fait, donc comme je le montre ici, elle ne fait qu'un seul truc, c'est écrire l'input que vous lui avez passé sur le storage slot number.
Du coup, le bytecode, ce qu'il va faire, c'est juste un call data load sur le l'uint 256 qu'il attend. Donc il va le call data load, il va le mettre sur la stack et après il va le store, storage store, à l'endroit, qui va bien dans le storage et en l'occurrence ici ce sera le slot 0 parce que c'est la première variable qui a été initialisée. Si après j'avais eu, 3 variables ou si j'avais eu 3 variables avant, et du coup j'arrive à, avec, mon number, bah, mon number aurait le slot 3 parce qu'on aurait variable 1, variable 2, variable 3 et du coup number qui est la variable 4 prend l'index 5. Prend l'index 3 pardon. Et ouais, OK. Hem Et bah, du coup, on peut tester ça. Donc là, on a notre contrat store dont on parlait, storage, qui permet juste de stocker un nombre. Donc je suis sur Remix pour ceux qui connaissent. C'est vraiment très pratique, ça vous permet d'exécuter, des smart contracts dans votre navigateur. Heu, ouais, c'est vraiment hyper simple, vous avez rien à installer. Donc vous compilez votre code et après vous pouvez aller ici dans Deploy and Run Transaction. Vous allez prendre l'environnement de base et en fait, il vous fournit un compte depuis lequel vous pouvez faire des calls. Vous allez déployer votre smart contract. Vous l'avez ici après, avec une certaine adresse. Et donc là, vous pouvez essayer d'appeler la fonction retrieve. Et vous allez voir que retrieve le. Je me suis foiré. Ouais, je me suis foiré. Hop là. Donc retrieve le decoded output, donc la sortie qu'il nous a renvoyée, c'est 0 parce que la valeur, de base, comme je vous l'ai dit, quand le slot n'est pas initialisé, c'est 0 et là, on n'a jamais écrit dessus. Donc ça correspond bien à notre 0 et on a, bah, l'output quand elle n'a pas été, décodée encore. Je sais pas si je peux zoomer sur cette partie-là? Ouais, c'est peut-être un peu mieux. OK, on peut voir aussi, intéressant dans Remix, on peut voir combien l'exécution nous a coûté, du coup, sans compter les 21 000 de la transaction. Donc ça, c'est comme ils le disent là: «Cost only applies when called by a contract», donc en fait, sans compter les 21 000. Et maintenant, si on store notre 2, on peut call la fonction store et appeler retrieve ensuite et là, on se retrouve avec la valeur 2 comme on l'attendait. Et si on va ici, on retrouve la valeur 2 avec notre output qui vaut tout ça, avec le 2 à la fin. Pourquoi tout ça? Parce que je l'ai peut-être pas dit. Les storage slots font tous 256 bits, donc 32 octets. Et ça, c'est pour tout le storage. Ce qui est intéressant à voir maintenant, c'est quand on a fait notre store, en fait, là, on a du coup notre transaction store qui a été exécutée. Avec le gaz que ça a consommé, 27 391. Et si on veut aller plus loin, on peut debug la transaction dans Remix. Et là, on voit pour le coup tout ce qui se passe. Euh, Quand vous faites ça, vous allez voir beaucoup de codes que vous n'allez pas comprendre. C'est dû à Solidity. Vous pouvez retrouver le dispatcher de fonctions. Vous pouvez retrouver plein de choses comme ça. Là, on va s'intéresser plutôt au store. Donc si, ouais, non, je vais présenter les différents champs. Donc là, on a la stack. On retrouve sur la stack. Ouais, OK. On a le state ouais, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ouais, pardon. Non, là, on a la stack, pardon. Donc on a nos valeurs vraiment, qui sont push sur la stack, on les voit. On a nos call data, donc le champ que je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas réécrire. Donc là, on a bien nos 4 premiers octets qui sont notre sélecteur de fonctions. Puis après, nos 256 bits qui sont notre uint qui correspond à 2. On a la memory. Vous pouvez voir qu'il y a des choses qui ont été initialisées. Par exemple, ici, on a le
on a 0x80 qui a été stocké à l'adresse 0x40. En fait, cette adresse 0x40, c'est géré par Solidity et ça vous indique à quel endroit vous pouvez commencer à écrire en memory. Donc en fait, c'est votre free pointer. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez interagir avec la mémoire à cette adresse-là. Vous pouvez le faire avant si vous voulez, mais vous allez potentiellement écrire des données qui sont importantes pour Solidity. Et quand vous allez allouer de la mémoire, du coup, je sais pas, disons que vous allouez 32 octets, et ben ici on va passer à 0x100 parce que votre free pointer sera après vos données que vous avez stockées en mémoire. On a le storage. Ouais, ça c'est représenté un peu bizarre sur. Ok. Donc là, on a le storage de notre contrat. Donc ça c'est son adresse. Et à la clé 0, donc on voit qu'il n'y a que des zéros, donc ce qui est le slot 0 dont je parlais tout à l'heure, on a stocké la valeur 2. Et return value, ça vaut rien parce qu'on a appelé personne. Et après, c'est tout. Ok. Si on continue l'exécution, là, on retrouve notre instruction sStore. Donc quand on va venir en fait écrire sur number, sur le slot 0, on peut voir l'état de la stack à ce moment-là. Donc le premier argument sur la stack, donc en fait sStore prend deux inputs sur la stack. Ça, on peut le voir en allant sur evm.codes. Et on peut chercher sStore. Et là, on trouve que sur la stack input, il attend deux entrées. La clé et la valeur. Donc la clé, c'est le storage slot. Et la valeur, la valeur que vous voulez stocker, dans notre cas, ce sera 2. Et la clé, ce sera 0. Et c'est bien ce qu'on retrouve sur notre stack. Et du coup, si on exécute cette instruction-là, on vient écrire sur le storage. Après, Solidity continue son exécution et il va juste stopper l'exécution du smart contract avec une instruction stop. Pas de question, pas de question. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est pour un simple smart contract, mais c'est vraiment cool de pouvoir utiliser Remix pour vraiment débugger nos smart contracts. Vous pouvez aussi le faire avec Forge Debug, mais c'est un peu plus lourd à utiliser. Ouais, c'est un peu galère, mais ça fonctionne. Et... Ok. Et ouais, alors, ça, Remix, c'est pour... si vraiment vous avez déjà un niveau assez avancé ou que vous vous y connaissez en virtual machine. Si vous y connaissez pas en virtual machine, ce qui est vraiment cool, c'est le EVM Codes Playground. Et là, vous pouvez utiliser les snippets existants. Donc là, le YUL dont je parlais tout à l'heure, qui est supporté par Solidity aussi. Euh, Il y a du Solidity et vous pouvez directement avoir le mnémonique et run en fait, transaction par transaction. Et vous voyez tout ce qui est modifié dans l'état de votre VM. Donc, ouais, si vous voulez comprendre comment la VM fonctionne, c'est vraiment cool de pouvoir utiliser ce playground. C'est cool. Ouais, il faut que j'arrête de dire cool. Ok, on passe à la partie Solana. Ok, alors Solana, c'est un petit peu différent. Euh, Vous voyez beaucoup Solana avec Rust, ce qui est assez normal parce que le nœud est développé en Rust. Et quand vous développez des programmes, donc qui sont des smart contracts, si vous maintenant vous m'entendez parler de programmes, c'est les smart contracts sous Solana. Ça a un nom différent. Et en fait, vous pouvez, si vous voulez développer vos programmes en C, vous pouvez le faire. Parce qu'en fait, ce qui est fait derrière pour les smart contracts Solana, c'est que votre code est compilé via LLVM en BPF.
donc Berkeley Packet Filter, il me semble, qui est notamment utilisé dans le kernel Linux. Alors pourquoi ils ont utilisé ça? Je sais pas. Mais parce que c'était performant apparemment. Et donc ils ont pris les instructions BPF et la virtual machine et en fait, ça a pas mal évolué aujourd'hui et on est plus sur du BPF. Ils ont créé leur propre toolchain pour compiler, heu, en tout cas sous Rust, qui s'appelle Cargo SBF pour Solana, Berkeley, le P il a disparu et Filter. Hem, mais c'est bien plus obscur en fait que le VM. En tout cas, c'est plus compliqué de trouver des infos là-dessus parce que c'est beaucoup moins documenté. Alors, ouais. Hem, dans la SVM, donc enfin dans Solana en général, tout est un account. Hem et vous avez donc techniquement, je peux encore compiler du C pour Solana. Il me semble que oui. Il me semble que tu peux compiler du C pour Solana, il y a des challenges de CTF qui ont été faits là-dessus. Hem, je crois que c'est Paradigm qui avait fait ça. Mais, mais ouais, c'est bien pour des CTF, quoi. On voit jamais ça en prod. J'ai fait pas mal d'audits de Solana. On voit jamais ça en prod. Et, et heureusement, j'ai envie de dire. Ok, donc les accounts, on a quatre champs. On a le champ data, où là on peut stocker jusqu'à 10 mégaoctets de données. On a un champ exécutable, qui est mis à true si l'account est un programme, donc est un smart contract en fait. On a un champ lemports qui est la balance de l'utilisateur, enfin de l'account pour le coup, parce que c'est pas forcément un utilisateur. Et le owner, donc le programme qui détient cette adresse. Parce que toute adresse sur Solana appartient à un programme. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Ouais. Si, une grosse différence aussi, c'est que Solana s'est construit sur Rust et du coup, il supporte pas du tout les entiers sur 256 bits. Vous pouvez le faire, mais en fait, vous allez juste créer 4 entiers de 64 bits et faire vos opérations sur ces 4 entiers, enfin, ou gérer via 32 octets. Mais ouais, c'est pas très bien supporté. On va jusqu'à du 128 bits, ça fonctionne pas mal. En tout cas pour Rust, parce que Rust ne supporte pas non plus le 256 bits, mais supporte le 128. Donc la balance ici en lemports est un U64, donc unsigned 64 bits. Et si vous vous rappelez bien tout à l'heure, j'ai dit qu'un Ether, c'était un 10 exposant 18. Sous Solana, un sol égale 10 exposant 9 l'imports. Voilà. Par défaut, quand vous créez un wallet sous Solana, en fait, vous allez forcément tomber dans vous êtes détenu par le système programme. Euh, donc le système programme, c'est un programme qui fait partie de la blockchain en fait. Vous ne serez pas exécutable comme account. Bon, vous aurez une balance et pas de données non plus qui est stockée sur votre account. J'oublie rien? Non, j'oublie rien. Ok. Euh, un programme, c'est la même chose au niveau account, sauf que dans la partie data, vous allez avoir le code du programme, vous allez avoir l'exécutable qui va être mis à true, et en fait, vous allez être détenu, ce qui est le plus important, détenu par le BPF loader programme. Et du coup, en fait, c'est juste le programme qui va venir load votre programme pour l'exécuter. Maintenant, si votre programme veut écrire des données, parce que sa partie data est déjà utilisée, sa partie data, c'est pour son code.
Donc il peut pas stocker ses données dans sa partie data. Il est obligé de détenir d'autres accounts, d'autres comptes, dans lesquels il va venir stocker ses données. Heu, donc c'est ce qu'on a ici. Le BPF Loader détient le programme dont on dont on parle et ce programme détient le data account dans lequel il va écrire les données. Exécutable, forcément, ce sera mis à false parce que c'est des données qui sont non exécutables et je pense que c'est même pas possible, à mon avis, de mettre exécutable égale true. Il doit y avoir que les accounts qui sont détenus par BPF Loader qui doivent être exécutables true, à mon avis, à vérifier. Et voilà, vu qu'il est propriétaire, il va pouvoir écrire dessus. Si programme ici essaye d'écrire sur un data account dont il n'est pas propriétaire, vous aurez une erreur de la VM. Ça se voit que c'est des dev Rust qui ont codé Solana vu le bordel que c'est. C'est pas le bordel. Faut juste s'y retrouver un petit peu. Et donc une interaction normale, ça ressemble à ça. On a notre user qui, quand il passe une transaction, en fait, son account, c'est un account wallet, donc il est détenu par le système programme. Et il n'y a pas de data dans cet account-là. Il va faire un appel vers un programme. Et en fait, quand il va faire son appel, le BPF loader va juste load le programme et lui donner la main pour l'exécution. Et en fait, on verra après cette autre partie. Et du coup, ce programme va pouvoir détenir des accounts dans lesquels il va écrire. Et on a deux types d'accounts. On a ce qu'on appelle des PDA et des accounts plus classiques. Et en fait, la différence, c'est que un account plus classique, il a une paire de clés crypto qui lui est associée. Donc en fait, vous pouvez votre wallet, par exemple, vous pouvez le transformer en account en signant, en transférant en fait l'ownership, donc le fait que ce soit plus le système programme qui est owner, mais que ce soit maintenant le programme qui soit owner de votre account wallet. Et du coup, programme va pouvoir écrire sur votre wallet. Enfin, sur la partie data de votre account wallet. Je sais pas si c'est clair ça. J'espère que c'est clair. Et les PDA, donc, c'est des accounts qui sont pas sur la clé, pas sur la courbe elliptique. En fait, c'est un mécanisme de dérivation. On prend l'adresse du programme, on lui ajoute ce qu'on appelle des seeds. Donc ça peut être une string, ça peut être une adresse, ça peut être un entier. Vous faites un peu ce que vous voulez. Et en fait, on va prendre ça, on va le hasher, on va regarder si notre hash, ok, est-ce qu'il tombe sur la courbe elliptique? S'il tombe... ah pardon, j'ai pas parlé du pump. Ouais, on ajoute un pump qui est une sorte de nonce. Et du coup, on hash ça. On vérifie que le résultat, le hash, ne soit pas sur la courbe. Et s'il est sur la courbe, on va incrémenter notre nonce et on va réessayer avec une autre adresse. Donc les PDA, c'est un peu déconcertant en fait. Ils ont juste pas de clé associée et c'est géré au niveau de la VM. Si on essaye de générer un PDA mais qu'il est sur la courbe, bah en fait on va juste pas pouvoir. Euh, Ok, les PDA. Pourquoi c'est intéressant les PDA? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le programme, il avait pas ses données. Enfin, il peut pas stocker ses données lui-même, il est obligé de le mettre dans des accounts. Maintenant, j'ai pas parlé des mappings en Solidity, mais en gros, ça vous permet d'associer des données. C'est un mécanisme de clé-valeur. Donc, à la clé 1, j'associe l'utilisateur Alice. À la clé 2, j'associe l'utilisateur Bob. Et en fait, ça, on peut difficilement le faire avec des accounts classiques, parce que comment le programme va savoir dans quel account il a stocké tel user euh, et telle clé,
C'est trop compliqué. En fait, pour ça, on utilise les PDA. Donc les PDA, ça vous permet de faire des mappings. Donc si on reprend notre exemple d'avant, on va juste créer le PDA avec l'entier 1, donc la clé 1, et on va mettre Alice dedans. Le PDA avec la clé 2, on va mettre Bob dedans. Et voilà, donc la gestion des mappings se fait plutôt via des PDA et via des haches. Mais pourquoi pourquoi tout ça? Parce que alors ça va s'expliquer après, je pense. En tout cas, il y a un très gros argument qui fait que le système de Solana est très complexe à comprendre. Par contre, en termes de performance, on est loin devant. La distinction PDA versus account se fait juste au niveau de la courbe elliptique. Ouais, Solana, c'est quand même un peu plus centralisé, on dirait. Et effectivement, déjà, rien qu'au niveau de la diversité client, ils ont un seul nœud aujourd'hui. Ils sont en train d'en créer un autre, Fire Dancer ou un truc comme ça. Donc PDA, c'est du stockage global et account, c'est du stockage pour chaque account. En fait, vous pouvez... En fait, le principe de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de déployer normalement 50 000 fois le même programme. Vous pouvez, peu importe ce qui se passe, vous pouvez réutiliser le même code, mais sur des données différentes. Et par exemple, c'est ce qui se passe quand vous créez un token sous Solana. L'équivalent d'un ERC20, bon, un ERC20 sur Solidity, si vous voulez créer deux tokens, en général, vous allez créer deux contrats différents. Alors que sous Solana, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un seul programme, qui fait partie d'ailleurs de la standard library Solana, on va dire. Et en fait, ce programme-là, il va stocker, il va avoir plusieurs accounts différents, mais ce sera le même programme qui va gérer les deux tokens. Et ce sera juste les accounts avec les données qui seront différentes. Et à chaque fois, on va checker que, ok, je vais faire un transfert d'USDC de Alice vers Bob. Eh ben, si on essaye de passer au, au token programme un account USDC et un account Sol, ah bah en fait, il va dire bah non, les deux tokens ne matchent pas, donc je peux pas faire le transfert. Et ça vous permet de déployer le code une seule fois, d'être beaucoup plus générique. Et du coup, bah, en termes de stockage, déjà, on stocke pas deux fois le même bytecode. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de réduire le storage dont on parlait tout à l'heure. Enfin, pas le storage, mais le bytecode qui est stocké. Ok. Quand vous passez une transaction Solana, un truc qui est intéressant, c'est que vous allez passer plusieurs instructions. Vous pouvez passer plusieurs instructions, vous n'êtes pas obligé. Sur Ethereum, on disait tout à l'heure, bon, bah, on a un call du caller, enfin, de l'externally on account, vers le smart contract, et après le smart contract, à la limite, peut faire du dispatching, mais en fait, ça peut pas être géré un cran plus haut. Alors qu'ici, on peut le faire. On peut mettre plusieurs instructions dans notre transaction, de sorte à ce que, même si notre instruction numéro 3 est fail, eh ben en fait, on va revert toute la transaction et nos instructions d'avant, elles vont pas fonctionner. On peut aussi faire, je suis en train d'auditer du code en ce moment sur ça, donc ce qui est cool, c'est que depuis l'instruction 3, on peut retrouver les données qui ont été utilisées dans l'instruction 1. Donc par exemple, non, j'ai pas forcément d'exemple, mais ouais, s'il y en a qui sont habitués au flash loan sur Solana, sur Ethereum, ici on pourrait faire un flash loan sans programme, euh, comme c'est fait sur Solidity. Donc on ferait instruction 1, je viens emprunter des tokens. Instruction 2, je viens faire un swap éventuellement. Et instruction 3, je viens redonner les tokens que j'avais empruntés. Tac, tac, tac. Ok. Donc, dans chaque instruction, on a trois champs. On a le programme adresse, donc l'adresse qu'on appelle, les accounts qu'on lui passe. Donc, en fait, c'est quels accounts ma transaction va utiliser, soit en lecture, soit en écriture. Euh,
Donc, c'est la pub key en fait qui identifie l'account. On a le champ isSigner, donc ça vous permet de dire bah, mon utilisateur a bien signé cette transaction, et de sorte à ce que je puisse pas dire bon bah je prends la transaction, je prends le compte de Bob mais il a pas signé et je fais une transaction à sa place. Du coup le isSigner il est hyper important et il est vérifié par l'AVM directement. Donc quand vous le recevez dans votre smart contract, vous faites confiance à cette valeur-là. Il peut pas y avoir un isSigner égale true alors que le mec a pas signé. Et du coup, le isWritable, ça vous permet de savoir si votre transaction va écrire sur cet account ou pas. Et pourquoi c'est fait comme ça? C'est parce que du coup, on peut paralléliser les transactions en sachant, ok, j'ai deux transactions qui arrivent, mais elles écrivent pas du tout sur les mêmes accounts. Bon, ben, je peux les run en parallèle. Et du coup, avec cette parallélisation-là, on a, on a des performances de fou, alors que sur Ethereum, on va devoir attendre d'avoir exécuté la transaction d'avant pour être sûr qu'elle n'a pas écrit sur les mêmes storage slots. Et du coup, si elle l'a fait, elle va modifier notre état après. Donc ça, le isWritable, il est hyper important euh, pour des raisons de performance. Donc c'est pour ça un peu le pourquoi. Le fait d'avoir plein d'accounts comme ça, eh ben, je vais juste être beaucoup plus spécifique et dire, OK, je viens lire cet account, cet account, cet account, je viens écrire sur celui-là et celui-là. Et du coup, on sait, au moment de l'exécution, on peut aller vite, quoi. On sait où aller chercher les données. Et en termes de, bah voilà, les perfs sur Solana, elles sont là, quoi. Quand la chaîne est pas d'os. Ok, un peu de code. Donc ça, c'est l'entry point d'un smart contract. Euh, alors, on va prendre au pire celui-là. Euh, tac. Donc ça, c'est le Playground Solana. C'est un peu un équivalent de Remix. Un peu moins bien aussi, mais... et là, c'est du Solana natif. Je parle pas du framework Encore qui est utilisé, qui peut être utilisé pour écrire des smart contracts. Et en fait, ce que ça permet de faire, Encore, c'est basiquement comme Solidity. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire le dispatcher à la main et tout ça. Là, il faut le faire sur du natif Solana. Donc, on a notre entry point qu'on déclare via une macro ici. On dit, bah, quand mon contrat est appelé, on va juste exécuter la fonction process instruction. On attend plusieurs champs en entrée. Le programme ID. Donc, en fait, normalement, ce programme ID là, c'est censé être notre programme. Donc, c'est nous-mêmes, en fait. Les accounts qui ont été définis dans la transaction, donc lesquels on va lire, lesquels on va écrire. Et après, on peut passer des données d'instruction qui correspondent au call data qu'on avait sur Ethereum. Euh, donc, si on reprend cet exemple-là, par exemple, on va itérer sur nos accounts qui nous sont passés, donc qui, eux, ont été checkés par l'AVM en disant bon, ben, celui-là, c'est un signer, il a bien signé. Celui-là, on peut écrire dessus. euh, on peut écrire dessus et après, c'est au moment du runtime ou si un programme essaye d'écrire dessus alors qu'il n'a pas l'autorisation, du coup, ça va trigger une erreur et on va juste revert la transaction. Ici, on récupère l'account qui nous est passé, le premier account. Donc, depuis notre itérateur Rust, on récupère le prochain account, donc qui est le premier en fait. Et on va checker que l'account owner, donc le champ owner de l'account dont je parlais tout à l'heure, c'est bien notre programme ID. Si c'est pas le cas, on va retourner une erreur parce que ça veut dire que si on essaye d'écrire sur un account dont on n'est pas le owner, on va pas pouvoir le faire, on va trigger une erreur. Donc de toute façon, là, il le trigger. Enfin, on va normalement trigger une erreur au niveau de la VM, mais là, on fait le check avant de trigger cette erreur-là. Euh, on essaye du coup de décoder la partie data de cet account.
Ici, on parle de greeting account et on va incrémenter le counter qui est dans cette, dans cet account, dans les données de cet account et en fait, le greeting account, il est juste défini comme ça. C'est juste un entier sur 32 bits. Et donc on l'incrémente, on resérialise notre account et du coup, on va juste, stocker, nos données dessus, en fait. Donc là, on vient vraiment écrire sur, sur l'account, sur la partie data de l'account et on enregistre un petit message qui est genre, comme les logs sur Ethereum, ça permet juste, depuis le validateur de lire, ce qui s'est passé et on retourne OK. Si on avait retourné erreur, ça aurait été récupéré par la VM comme une erreur et on aurait juste revert toute la transaction. Hop, hop, hop. Ouais, et donc, je vous parlais tout à l'heure de l'account. Donc ça, c'est, si on reprend notre code, on a ici on a une liste d'account info et les account info, c'est la clé de l'account, donc en fait son identifiant. On a l'import qui est juste sa balance, les datas, qui est le owner de cet account. On a le rent epoch, parce qu'en fait, quand vous allez venir stocker des datas, il va falloir venir aussi payer des sols que vous allez bloquer pour conserver ces données. Ça, c'est un autre concept qui est pas du tout sur Ethereum. Et si vous n'avez pas donné assez, vos données peuvent être supprimées. En fait, il y a un rent exemption, il y a un seuil. En fait, vous déposez de la valeur pour 2 ans de stockage. Et à partir de ce moment-là, on considère que on stocke vos données indéfiniment. Et quand vous allez fermer cet account, parce que vous n'avez plus besoin des données, on va vous rendre cette valeur. On a le champ après isSigner, dont je vous parlais, isWritable et executable, qui eux sont checkés par la VM et envoyés à votre smart contract. Pas de question, pas de question. Ok, une petite vulnérabilité qui là, ça vient tout seul. C'est quand cet owner, on va pas checker que ça correspond bien à notre contrat. Par exemple, on a une opération d'admin, on va checker que l'admin qui est mis dans l'account, c'est bien le bon admin. Par contre, on va pas checker que cet account, on lui fait confiance en checkant que c'est bien le bon owner. Donc là, on a un morceau de code qui fait ça. Si, en gros, on itère de la même manière qu'avant sur les accounts, on voit qu'on récupère l'admin account, le user account, on check, on récupère potentiellement le signer et le système programme, et après, on va récupérer les données d'admin, du compte admin, et on va checker si le signer qui est à l'origine de cette transaction, c'est bien l'admin. Et si il est vraiment signer, en fait là ce qui va manquer du coup c'est on check pas que l'admin account est détenu par notre programme ID. Et le fixe il est hyper simple, on rajoute ces 3 lignes de code en disant que on va revert, donc on va annuler la transaction si l'account n'est pas détenu par le programme. Tac. Et ok, partie conclusion. Peut-être que vous avez des questions sur cette partie Solana. Pas de questions. Ou ça viendra après. Ok, donc là on va faire un petit récapitulatif. Du côté EVM, une transaction d'un utilisateur, donc d'un EOA, égale un call. Après, derrière ça, on peut en avoir d'autres. Est-ce qu'on aura les liens de tous les sites qui ont été montrés? Je pense que... je pense que c'est dans les slides et je pense que les slides, je vais les envoyer, mais je vais vous faire un package à la limite avec tout. Je reprends. Ouais, donc Ethereum, on a une transaction égale un call au départ, et après, depuis votre smart contract auquel vous avez fait un call, vous pouvez appeler d'autres contrats.
vous avez une profondeur max de subcalls qui est de 1024, donc vous pouvez, enchaîner les calls jusqu'à 1024. Heu, 1024, ça vous laisse de la marge. Sur Solana, par contre, une transaction, vous pouvez faire plusieurs instructions, comme on l'a dit. Par contre, vous avez une profondeur max de subcall qu'on appelle des CPI. Pourquoi CPI? C'est Cross Program Invocation. C'est juste, un programme qui appelle un autre programme et ça, on est limité à 4, une profondeur de 4. Donc ça veut dire que vous appelez un contrat, qui appelle un contrat, qui appelle un contrat, vous êtes déjà à trois, si je me suis pas trompé. Donc ça peut aller très vite. Heu, ouais, au niveau des accounts, du coup, côté Ethereum, on stocke vraiment le code et le storage dans, la même structure. On a la balance et le nonce. Par contre, côté SVM, c'est ça la grosse différence, c'est qu'on va avoir qu'une seule partie data et cette data sera soit un exécutable pour un account, soit, enfin exécutable pardon pour un programme, soit, non exécutable pour, un account classique dans lequel on va stocker des datas. On a le booléen exécutable, le lumport qui correspond aux balances ici et quel programme détient cet account. À noter qu'on n'a pas besoin de nonce en Solana parce que alors, je maîtrise pas assez cette partie nœud, mais j'en connais un minimum. C'est que, en fait, le nonce sera plutôt un timestamp sous Solana, de manière à ce que si vous avez signé une transaction maintenant, dans 2 heures, par exemple, elle sera plus valide. Et c'est ça qu'on utilise comme nonce. Au niveau smart contract, donc, comme je le disais, on a un account avec code et storage, alors que sur la SVM, on va avoir un account avec le code et plusieurs accounts pour les données, qui correspondent au storage. Les arguments qu'on va passer dans l'EVM lors d'un call, ça va être les call data, donc qui permettent de sélectionner sur notre smart contract ce qu'on va faire, et de la valeur. Alors que sur Solana, c'est juste les données d'instruction qu'on a vu, où là on peut passer des entiers et tout ça, et une liste d'accounts. Du coup, quand vous voulez transférer de la valeur en Solana, vous allez juste interagir avec le système programme en disant au système programme, OK, tu, tu soustrais la valeur de mon transfert et tu l'envoies à Alice, par exemple. Et c'est cette partie-là qui est très intéressante. Et donc, tout à l'heure, il y avait le pourquoi. Et c'est vraiment la parallélisation des transactions, en fait. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment ça qui fait la grosse différence. On peut vraiment avoir des perfs de fou si on commence à être bien plus spécifique sur les données dont on a besoin pour exécuter nos transactions. Et c'est ce que fait Solana. D'où le fait que du coup sur Ethereum, on a besoin d'exécuter séquentiellement, alors que sur Solana, on va exécuter séquentiellement seulement les transactions qui ont besoin des mêmes accounts. Pour le dispatching de fonctions sur EVM, c'est géré par le compilateur Solidity. Après, si vous faites du YUL from scratch ou du UF, vous allez devoir le faire manuellement. Et c'est la même chose côté Solana. On a le framework Anchor qui permet de définir nos fonctions externes comme en Solidity. Mais si vous voulez faire du natif, bah, vous allez devoir faire votre dispatcher à la main. Et au niveau frais, sur Ethereum, c'est vraiment très simple. C'est vous payez pour votre exécution, point. Sur Solana, vous payez pour votre exécution et en plus, vous payez ou vous bloquez de la valeur. Pour le coup, souvent, on bloque de la valeur pour stocker les données. Et après, une fois que vous avez plus besoin de ces données et que vous allez les supprimer, elles vont être, en fait, vu qu'elles vont être supprimées des nœuds, ils en auront plus besoin. Eh ben, ils vont vous rendre la valeur que vous avez stockée. Heu, voilà, c'est pas vraiment un paiement du coup parce que la valeur vous est rendue à la fin, mais ça permet juste de pas avoir trop de données. Et je crois que c'est terminé. Yes. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Je pense que je vous pousserai les slides. Il y a pas mal d'autres exemples que j'avais pu présenter sur Solana spécifiquement. Donc je vous enverrai ces slides-là. Ok, merci beaucoup. Ciao, ciao.